Je visitais Disneyland constamment quand j'étais plus jeune. La vivacité du parc, le parfum frais des viennoiseries et du pain, et bien sûr, le château que tout le monde adore. J'aimais toutes les attractions, les gourmandises et les personnages, évidemment. Ces choses étaient conçues pour vous distraire des sombres secrets enfouis sous terre, les couloirs pour les déchets et la quantité interminable de malades. Je pourrais continuer, mais il y a un fait précis qui me hante depuis que j'ai quitté cet enfer sur Terre. Personne ne meurt à Disney. J'avais postulé pour travailler au parc de Paris après ma licence et j'ai eu de la chance parmi des dizaines de candidats. Certes, c'était un poste d'agent d'entretien, mais rien ne me procurait plus de frissons que de travailler dans le même parc qui avait pratiquement abrité mon enfance. On m'offrait un salaire correct, quelques avantages, et j'avais un horaire de midi à minuit, parfait pour sentir les viennoiseries le jour et profiter des feux d'artifice la nuit. Je travaillais avec 2 personnes qui portaient les costumes et qui étaient parmi les meilleures que j'ai connues au parc. Thomas, grand mais dégingandé, assez pour porter le costume de Dingo, et Damien, qui avait le talent de donner la voix de Donald à la perfection et portait donc son costume. Ils étaient formidables comme collègues et j'adorais leur rôle. Bien sûr, ils étaient un peu plus âgés que moi, alors ils connaissaient marche mieux le parc que moi quand je débutais. Lorsque j'ai commencé à travailler là-bas, Damien a été chargé de me faire visiter les souterrains. Oh oui, mon pote, tu vas adorer travailler ici. Bien sûr, tu seras la plupart du temps en bas, mais tu t'y habitueras. Damien était le plus enjoué, plein d'énergie. Alors je devais suivre le rythme tout en restant attentif. Il m'a montré la salle de sécurité, la salle des costumes, l'infirmerie et la machine de traitement des déchets, où nous devions porter des masques pour éliminer l'odeur. À la fin de notre visite, nous sommes passés devant une porte qui semblait un peu étrange. Elle avait plusieurs serrures et ce qui ressemblait à un rembourrage autour du cadre. J'ai demandé à quoi servait cette porte et Damien s'est arrêté. Son comportement habituellement joyeux a volé en éclats. Il a parlé avec peur et ressentiment. N'entre pas par cette porte, ne pose pas de questions, ne te demande rien, n'essaie pas, continuons. J'étais un peu effrayé après ça, mais j'ai suivi ses ordres. J'ai apprécié le travail qu'on m'avait confié, malgré l'environnement, et je m'y suis habitué pendant un moment. Les feux d'artifice annuels pour le 14 juillet devaient avoir lieu plus tard pendant mon service, et j'ai aidé Thomas et Damien à enfiler leurs nouveaux costumes. Les costumes étaient différents des autres car ils étaient fabriqués avec de la fourrure sèche et avaient des gants et des yeux en plastique. Thomas n'aimait pas beaucoup son costume, mais il devait le porter puisqu'il venait avec une augmentation, et Damien s'en fichait. Ils allaient simplement se tenir sur une plateforme surélevée et saluer, donc ça n'avait pas vraiment d'importance quel costume ils portaient. J'étais assez inquiet pour eux, mais ils m'ont rassuré que tout irait bien. J'aurais aimé pouvoir les convaincre du contraire. Plus tard, les feux d'artifice illuminaient la nuit étoilée en un embrasement de gloire. Les enfants et les parents appréciaient eux également la vue avec leurs amis, Donald et Dingo, qui les saluaient d'en haut. Je nettoyais les souterrains à ce moment-là, puis quelque chose s'est produit. Les secouristes du parc se sont précipités, transportant 2 costumes horriblement brûlés qui pleuraient et hurlaient d'agonie. Je me suis précipité derrière et je suis entré dans l'infirmerie après eux. Les nouveaux costumes de Donald et Dingo, toujours portés par Damien et Thomas, étaient présents. Thomas avait perdu ses 2 jambes, la moitié de son bras droit, et avait des éclats de feu d'artifice sur la poitrine, tandis que le bec du costume de Damien s'était déchiré directement dans sa mâchoire, également arrachée. Il lui manquait les 2 bras, et les jambes du costume étaient carbonisées sur les siennes. Les feux d'artifice avaient touché leur plateforme pendant leur lancement et avaient projeté une grosse bombe près d'eux, les projetant dans des buissons inflammables. Cette vision m'a rendu malade et j'ai failli m'évanouir. Le patron est arrivé et m'a assuré que tout irait bien, mais je savais qu'ils allaient mourir.
J'ai couru à travers les souterrains jusqu'aux toilettes, j'ai vomi et j'ai pleuré pour mes amis. Plus tard, leurs noms ont été effacés du planning de travail et leurs dossiers professionnels ont été brûlés. Les patrons et collègues n'ont plus jamais mentionné leur nom, et j'ai entendu la porte rembourrée s'ouvrir et se fermer. J'ai supporté ce travail pendant le reste de l'année, nettoyant près des postes de travail de temps en temps et laissant échapper une larme chaque fois que je nettoyais autour de cette porte. Parfois, j'entendais un coup ou un murmure disant « mon pote », quelque chose que Damien me disait souvent. Je frissonnais chaque fois que je l'entendais. Je suis allé voir le patron pour récupérer mon dernier chèque de paie et j'ai mentionné le nom de Damien. « Qui, Damien ? Le Donald qui est mort l'été dernier ?» Puis il m'a dit quelque chose qui a fait disparaître toute la magie du parc. « Ne dis pas de bêtises, personne ne meurt à Disney. » Je suis parti avec la peur dans l'esprit et un sentiment de malaise dans le ventre. Quoi qu'il y ait derrière cette porte, ce n'était pas assez spécial ou important pour qu'il s'en soucie. Jusqu'à aujourd'hui, ce que les gens ignorent des ténèbres qui entourent la beauté et le plaisir de Disney. Je n'ai pas beaucoup d'histoires marquantes de mon époque au lycée. Je n'ai pas honte d'admettre que je n'étais ni le meilleur élève, ni même vraiment la meilleure personne. J'ai parcouru un long chemin depuis cette période, et il y a une histoire dont je me souviens comme si c'était hier, mais pour toutes les mauvaises raisons. Les parents de mon ami étaient partis en voyage, et il avait invité un groupe d'entre nous chez lui. Il avait une grande maison, dans un quartier chic, alors nous saisissions chaque occasion d'y aller. Plusieurs personnes étaient présentes, et nous faisions des choses que des lycéens ne devraient probablement pas faire. L'un des aspects les plus intéressants de cette maison était que son jardin bordait un verger de pommiers. Pour vous donner un peu de contexte, quand nous étions petits, nous allions au bout de la rangée d'arbres pour manger des pommes. Et nous nous sentions tellement cool. Un jour, le propriétaire du verger nous a surpris et nous a hurlé dessus comme si nous essayions d'incendier sa maison. Nous ne pensions pas que c'était si grave, mais apparemment lui, si, et ça, c'était il y a longtemps. Chaque fois que je revenais dans cette maison, je rappelais toujours combien je détestais ce type. Je ne sais pas exactement ce qui a provoqué cette idée, mais alors que je regardais par la fenêtre du salon les pommiers, j'ai suggéré qu'on joue à cache-cache dans le verger. Il m'a fallu un peu de persuasion pour convaincre tout le monde, mais finalement, tout le monde a adoré l'idée. Au début, j'étais partant simplement pour suivre le mouvement et jouer, mais une fois dehors dans le verger, je me suis rappelé à quel point je détestais vraiment cet homme. Mes amis et moi courions entre les rangées d'arbres, et j'ai remarqué la grande grange en arrière-plan. J'ai essayé de changer d'état d'esprit, mais tout ce que je voulais, c'était m'introduire dans la grange et être un véritable dégénéré. J'ai dit à mon ami que je voulais me cacher dans la grange et je l'ai convaincu que personne ne nous trouverait là-dedans. La porte était verrouillée et mon pote voulait abandonner, mais pas moi. J'ai forcé la serrure et je suis entré dans la grange et une fois que mon pote était à l'intérieur avec moi, je lui ai rappelé à quel point nous détestions ce type et que c'était notre chance de nous venger. Une fois de plus, il était contre cette idée, mais après un peu de persuasion, il a cédé. C'était un bon gamin, et j'essayais de le rendre un peu rebelle pour une fois dans sa vie avant qu'on obtienne notre bac. La grange n'était pas une grange typique. C'était là où tous les visiteurs du verger pouvaient acheter des pommes, des compotes et toutes sortes de produits. Je ne sais pas ce qui m'a pris, mais j'ai commencé à tout saccager. Pas des dégâts irréversibles, mais je renversais tout ce qui se trouvait sur les étagères et je jetais des pommes partout. J'ai même pris quelques bouteilles de compote qu'il fabriquait. Je me souviens avoir été franchement effrayé, uniquement parce que je violais techniquement la loi, et j'ai commencé à penser à ce qui arriverait si je me faisais prendre. Nous étions clairement en train de nous introduire illégalement, et maintenant nous faisions effraction et détruisions sa propriété. Par-dessus tout, je n'arrivais pas à chasser l'image d'être arrêté de ma tête. Et c'est à ce moment-là que j'ai entendu la porte s'ouvrir violemment. Nous avons regardé
et vu le propriétaire du verger debout là avec un grand fusil à la main. Nous nous sommes tous deux cachés derrière une étagère en espérant qu'il ne nous avait pas vus. Nous pouvions l'entendre marcher lentement et nous crier de sortir. Sa voix sonnait comme la même qu'il y a toutes ces années. S'il était si furieux contre quelques gamins pour avoir pris des pommes, qu'allait-il nous faire pour avoir saccagé sa grange? Il se tenait juste à côté de nous, de l'autre côté de l'étagère. Chaque pas semblait un tremblement de terre, et ce n'était qu'une question de temps avant qu'il ne se retourne et nous voie. Il a alors tiré un coup de semonce au plafond, ce qui nous a presque fait crier tous les deux. Nous nous sommes levés et avons sprinté par la porte arrière que nous avions forcée, et l'homme nous a crié de nous arrêter, mais nous n'avons pas regardé en arrière. Nous avons simplement continué à courir pour nos vies. Nous zigzaguions à travers tous les pommiers, espérant perdre ce vieil homme dans le labyrinthe d'arbres. Nous crions de courir pour alerter le reste de nos amis que nous étions poursuivis. Et heureusement, ils nous ont entendus. Et tout le monde est retourné à la maison sans être vu. Une fois à l'intérieur, nous avons éteint les lumières et regardé par la fenêtre. Nous avons vu l'homme tirer un autre coup en l'air, et la forte détonation nous a fait sursauter et l'éclair de lumière du tir a illuminé les environs. Ce type ne plaisantait pas. Il allait clairement nous punir pour avoir violé sa propriété. Nous avions d'abord peur de nous faire prendre et potentiellement arrêter, mais la peur s'est multipliée par 100 quand il a commencé à tirer ses coups de feu. Soudain, la peur de se faire arrêter ne semblait plus si terrible. Tout le monde a quitté la maison peu après, sauf moi et quelques autres gars. Toute la nuit, nous avons regardé par la fenêtre et l'avons vu patrouiller entre les arbres. Il n'a jamais posé son fusil, pas une seule fois. Il ne l'a plus jamais tiré, mais il n'en avait pas besoin. Ces 2 coups de semonce étaient suffisants. Je suis resté éveillé jusqu'à l'aube, et je ne plaisante pas, cet homme est resté dehors toute la nuit. Ce matin-là, j'ai quitté la maison de mon ami et j'ai roulé devant l'entrée du verger de pommes. Il y avait 2 voitures de police, et le propriétaire parlait aux agents, et je me suis senti malade et plein de remords pour ce que j'avais fait. Mais je ne suis jamais retourné. Je ne me suis jamais excusé, et je n'ai jamais assumé ma responsabilité. J'ai dépassé cette phase dégénérée de ma vie, mais je n'oublierai jamais la peur d'être traqué par un homme qui, d'une certaine manière, ne faisait que défendre sa propriété. La police arrive enfin. Heureusement que je n'étais pas en train de me faire assassiner, et ils prennent ma déposition. Je leur donne une copie des images de surveillance, et c'est tout. J'ai appelé plusieurs fois pour suivre l'affaire, mais rien. Personne ne m'a jamais rappelé à ce sujet. Je ne vais pas mentir, ça m'a tenu éveillé pendant quelques semaines. J'ai rapproché le bloc de couteau de la porte, bien que hors de vue des fenêtres. J'ai commencé à rester debout très tard et à ne pas dormir beaucoup, ce qui n'a vraiment pas aidé. Certaines nuits, j'étais tellement fatigué que j'ai commencé à avoir des hallucinations auditives. J'entendais parler des gens qui n'étaient pas là, et comme cette femme était la cause de tout mon stress, j'entendais sa voix et le nom de Marguerite plus que tout. Chaque fois que j'entendais le portail s'ouvrir, ça me mettait sur les nerfs. Je revisionnais les images de surveillance chaque jour, et finalement, au fil des semaines, n'ayant rien entendu d'autre, j'ai commencé à retrouver un certain confort et je l'ai simplement mis sur le compte d'une expérience très étrange. Ça n'a pas duré, cependant. Environ 4 ou peut-être 5 semaines après la première rencontre, elle est revenue. C'était juste après minuit. J'étais dans le salon à traficoter sur mon téléphone avec la télévision à faible volume pour un peu de bruit de fond. J'ai entendu une portière de voiture claquer et j'ai jeté un coup d'œil par la fenêtre. Une voiture de couleur sombre était garée au bout de l'allée. Je ne pouvais pas voir de quelle marque ou modèle il s'agissait, mais ça ressemblait à une sorte de break. Je n'ai vu personne bouger, mais 1 minute ou 2 plus tard, le portail d'entrée s'est ouvert avec son grincement métallique et on a frappé à la porte. Même quand je ne suis pas impliqué dans une vendetta sanglante au sujet de Marguerite imaginaire, je ne vais pas répondre à la porte à cette heure-là. J'ai vérifié la caméra de surveillance. Son mode vision nocturne est plutôt terrible, mais je suis certain que c'est cette femme à nouveau.
Je peux même voir ce qui me semble être la laisse de chien, et bien sûr, elle sait que je la regarde parce qu'elle regarde la caméra encore une fois. Je vous le dis, quand quelqu'un vous donne déjà la chair de poule, la façon dont la vision nocturne fait apparaître les yeux des gens comme des vides noirs sans âme ne fait pas grand-chose pour vous rassurer. Soudain, elle crie « Éteins ce vacarme et viens ici maintenant !» J'avais la télévision allumée, mais comme je l'ai mentionné, elle était à un volume très bas. Il n'y a aucun moyen qu'elle puisse l'entendre depuis l'extérieur de ma porte. Je ne pouvais même pas l'entendre si je marchais dans le couloir. Je suis convaincu à ce stade qu'elle est mentalement instable. Alors j'appelle à nouveau la police. Je veux qu'ils restent en ligne, mais ils me disent simplement que quelqu'un viendra bientôt et de les rappeler immédiatement si les choses s'aggravent. Alors j'attends, je surveille, et j'espère juste qu'elle ne commence pas à essayer de casser la fenêtre ou quelque chose comme ça. Elle renverse mes poubelles à nouveau. Je ne sais pas ce qu'elle a contre elle et hurle autre chose que je n'ai pas bien compris, mais quoi que ce soit, c'était suffisant pour qu'un des voisins vienne enquêter lui-même. J'ai regardé le voisin lui parler pendant 1 minute. Elle protestait énergiquement, agitant son doigt vers ma porte d'entrée, mais mon voisin a finalement réussi à la faire partir. Il était même resté un moment pour s'assurer qu'elle était partie. Malheureusement, cela signifiait aussi qu'elle était partie avant que la police n'arrive à nouveau, me faisant sentir comme si j'étais un ennui pour eux. Une autre déposition, remise de plus d'images de sécurité, et rien de plus. J'ai rattrapé le voisin le lendemain, et il s'est excusé car il ne lui est pas venu à l'esprit de noter la plaque d'immatriculation. Mais il m'a dit qu'elle avait dit à peu près la même chose qu'elle m'avait dite précédemment, qu'elle voulait savoir où était Marguerite et ce que j'avais fait d'elle. Je cherche des réponses à ce stade. Même si elle est mentalement instable, le fait qu'elle s'en tienne à cette histoire de Marguerite et qu'elle ait la bonne adresse me fait penser qu'il y a quelque chose de plus dans cette affaire qu'une simple crise. Et puis ça me frappe. Est-ce que Marguerite est son chien ? Pense-t-elle que j'ai volé son chien ? A-t-elle eu un chien passé par le trou à l'arrière ? Pense-t-elle que j'ai blessé le chien ? Est-ce que c'est de ça qu'il s'agit ? 1 semaine s'écoule avant qu'elle ne revienne. Et cette fois, à 3 heures du matin. Je suis réveillé par des coups à la porte. Quelques minutes plus tard, j'entends des tapotements à la fenêtre de la chambre. Je sais que c'est elle. Je peux l'entendre dire des choses, mais je ne peux pas vraiment les comprendre parce qu'elles sont trop étouffées à travers les fenêtres. C'est comme si elle ne voulait pas faire sortir à nouveau le voisin, alors elle essaie de rester discrète. Je saute du lit et m'habille aussi vite que possible. J'essaie de la suivre du mieux que je peux alors qu'elle se déplace autour de l'extérieur de la maison, de pièce en pièce, frappant, tapotant et marmonnant. Je crois entendre quelques mots cohérents comme bruit, vacarme, et je suis presque sûr qu'elle m'a traité de quelques autres noms, mais peut-être que j'imaginais cela. Je ne peux pas vérifier les images de surveillance cette fois, car elle a peint l'objectif à la bombe. Pas que ça importe beaucoup cette fois, elle ne s'attarde pas près de la porte d'entrée. Je pense à appeler la police à nouveau, mais ça s'est avéré une perte de temps jusqu'à présent. Et j'ai le sentiment que si je les appelle une 3e fois et qu'elle est partie, ils vont juste commencer à m'accuser de gaspiller leur temps, même si j'ai les preuves. Ils n'ont pas été particulièrement utiles jusqu'à présent. Finalement, j'attends près de la porte d'entrée et je l'écoute. Finalement, elle frappe à nouveau et je lance « Est-ce que Marguerite est votre chien ?» Silence total, rien. Je ne peux que rien voir à travers le verre dépoli car il fait trop sombre. Je n'ai aucune idée d'où elle se trouve et je ne veux pas allumer les lumières extérieures. Je ne sais même pas pourquoi elle sait que je suis dans la maison parce que je l'ai appelée, mais je ne veux toujours pas attirer davantage l'attention sur moi. J'ai fini par rester là pendant Dieu sait combien de temps, au moins 1 heure, probablement plus, car le soleil commence à se lever. Mon cœur bat à 100 à l'heure pratiquement tout le temps. Une fois qu'il fait assez clair, je commence à vérifier par les fenêtres pour voir si je peux la voir. Rien. J'ouvre prudemment la porte d'entrée et regarde dehors.
Je ne peux toujours pas la voir. Je prends quelque chose pour m'armer au cas où. Je ne me souviens plus quoi maintenant. Et je vérifie tout autour de ma maison dans le jardin arrière. Elle n'est pas là. Alors que je me dirige vers la porte d'entrée, je remarque la chose la plus étrange. Le portail est fermé. Le portail est physiquement attaché aux côtés de ma maison, et quand il s'ouvre et se ferme, il fait pas mal de bruit. Vous l'entendez certainement si quelqu'un l'ouvrait ou le fermait quand vous étiez debout à côté de la porte d'entrée, mais il est fermé. Alors qu'est-ce que cela signifie? A-t-elle sauté par-dessus d'une manière ou d'une autre? C'est impossible, je suppose, mais je ne voudrais pas essayer en tout cas. J'ai ouvert le portail et je me suis dirigé vers le bout de l'allée. Je regarde autour et il n'y a aucun signe de quiconque. Je me retourne vers la maison et vois qu'elle a peint à la bombe le mot « menteur » sur le devant de ma maison et laissé la laisse de chien sur le sol en dessous. C'était heureusement la dernière fois que j'ai entendu parler ou vu cette femme, mais je pense qu'elle passe encore parfois. Depuis que tout cela s'est produit, j'ai ces sentiments de frousse de temps en temps la nuit et je vérifie par la fenêtre. Je ne sais pas si j'imagine ou quoi, mais de temps en temps, je jure que je vois une voiture break de couleur sombre dans la rue, pas garée au bout de l'allée ces jours-ci, mais je ne peux tout simplement pas me défaire du sentiment qu'elle est là, à surveiller ma maison. Peut-être qu'elle cherchait son chien, et elle continue à penser qu'elle me verra avec. Ils avaient dit que c'était à 0,2 de kilomètre à l'ouest de la borne kilométrique 28, et c'était bien là. Je me suis arrêté sur la route devant, j'ai allumé mes gyrophares jaunes, et j'ai ouvert la portière. J'ai enfilé mes gants en faisant le tour du camion. Elle me fixait de ses yeux vitreux, sa langue serrée fermement entre ses dents, et ses pattes brisées pointant dans 4 directions différentes. Les 7 autres biches mortes dans le camion me regardaient d'un air vide tandis que je la soulevais par une patte arrière et une oreille, la poussant dans le haillon avec mon genou. De retour dans la cabine, j'ai retiré mes gants et j'ai rempli mon rapport de mortalité. Une biche morte signalée par la gendarmerie à Saint-Étienne. Autoroute, A7, direction sud sur l'accotement, borne kilométrique 27,8, femelle, adulte, accident de véhicule. Celle-ci clôturait ma journée. J'ai démarré le moteur de la camionnette, j'ai repris la route et j'ai roulé vers le coucher du soleil. J'espérais arriver à l'usine d'équarrissage de Saint-Vallier avant la nuit. Le vieux camion peinait dans les montées et ses ressorts s'affaissaient sous le poids des carcasses. En passant devant la bretelle d'accès suivante, j'ai remarqué une voiture garée sur la bande médiane. C'était une Peugeot marron foncé, 4 portes, modèle récent avec des pneus sans flanc blanc et 3 antennes radio. Une fois qu'on en a l'habitude, les voitures banalisées de police sont aussi faciles à repérer que les voitures marquées. J'ai remarqué une voiture banalisée à chacune des 4 bretelles d'accès suivantes que j'ai dépassées. Il y avait 2 véhicules sérigraphiés, blancs, avec l'insigne de la gendarmerie sur les portières, garés sur la bretelle de sortie menant à l'aire de repos. J'ai garé le camion devant eux, assez loin sous le vent pour empêcher l'air de devenir nauséabond. Un vieux flic, corpulent aux cheveux gris, était assis sur l'aile de la première voiture. Un jeune flic, mince, avec des favoris et une moustache lui parlait. Le jeune a regardé mes cheveux longs, ma barbe, ma vieille chemise en flanelle sans manches, mes bottes noires de sang et le couteau attaché à ma cuisse. Il est parti sans un mot dès que je suis arrivé. Les flics, j'aime ça. Les jeunes veulent te nettoyer le monde et la plupart d'entre eux aimeraient te commencer par moi. Les vieux flics ont eu le temps de s'adoucir si le salaire bas et la mauvaise presse ne les ont pas rendus amers. Ce vieux flic m'avait déjà vu. Il ne connaissait pas mon nom, juste que j'étais le gars de l'office de la chasse qui ramassait les chevreuils tués sur la route. Il m'a fait signe et m'a souri. « Bonsoir. »« Ouais » ai-je répondu. « Bonsoir. » Il se fait tard. « Vous êtes encore à la recherche de chevreuils ? » « Non, j'ai ramassé le dernier il y a 10 minutes. Je rentre maintenant dès que j'aurai déposé ces carcasses et nettoyé le camion au jet. » Le vieux flic a hoché la tête. J'ai attendu, mais il n'a rien dit d'autre. Finalement, j'ai dit «
J'ai remarqué quelques-unes de vos voitures sur l'autoroute arrêtées au Voitot côte d'accès. Quelque chose se passe ?» Le vieux flic a haussé les épaules. « Pas de secret, je suppose. Nous essayons d'attraper un motard qui roule sur cette portion d'autoroute certaines nuits. C'est un type hors la loi. Il porte beaucoup de cuir et sa moto est une de ces choppers très longues. On le veut pour excès de vitesse, conduite dangereuse, fuite, tout le tralala. Vous pensez qu'il roulera ce soir ? Ce soir, c'est la pleine lune. Il fait cette ronde à minuit sous la pleine lune depuis les 4 derniers mois. Depuis mars ? Ai-je demandé. C'est un peu tôt pour une moto, non ? Le flic a acquiescé. Et vous ne savez toujours pas qui il est ? Oh, nous savons qui il est. Un gamin nommé Lucas Lou. Jusqu'à la première semaine de mars, il louait une chambre à Tournon. Puis il est parti sans payer. Il n'a pas pris ses vêtements, sa télévision ou sa chaîne stéréo. Et il n'a pas payé son loyer, sa facture d'électricité ou son téléphone. C'est assez typique pour son genre. Le flic a haussé les épaules à nouveau. Quoi qu'il en soit, c'est à ce moment-là qu'il a commencé à faire ses trajets. C'est une longue attente jusqu'à minuit, n'est-ce pas ? Pas vraiment. Ils commencent déjà à se rassembler. Quelques jeunes étaient assis sur la pente sous le parking de l'aire de repos. Ça vous dérange si je reviens regarder ? Je ne l'encouragerai pas, mais je ne peux pas vous arrêter. Merci, ai-je dit, me tournant pour retourner à mon camion. Arrivez tôt si vous voulez vous garer sur le parking, a crié le flic. Nous ne laissons personne se garer sur l'autoroute. Je suis arrivé tard à l'usine d'équarrissage et j'ai fini par décharger mon camion sous les projecteurs. C'est gênant d'essayer de fourrer un chevreuil adulte dans un fût de 200 litres alors qu'on trébuche sur des choses visqueuses dans l'ombre. Je les ai quand même déchargés et mis au congélateur. Il n'était que 22 heures quand je suis revenu à l'aire de repos, mais déjà, le parking était plus qu'à moitié rempli de motos. Il y avait des types motards partout sur le flanc de la colline, à regarder la route et attendre. J'ai pris la scène en compte aussi. Je n'avais jamais remarqué avant à quel point une autoroute en béton paraît jolie sous la lumière de la lune. À exactement minuit, le scanner de bande police dans mon camion s'est verrouillé sur un signal. Il se dirige vers la côte de Tain. Qui est censé surveiller à Tournon ? Il ne nous a jamais dépassés ici. Bloquez-le à Tain. Je ne veux pas qu'il dépasse Tain. Le scanner est resté silencieux quelques instants. Il me dépasse à Annonay. Où diable était ce barrage routier ? Il ne nous a jamais dépassés. Il ne nous a jamais dépassés. Après quelques minutes, j'ai vu un phare unique à l'est, se déplaçant rapidement et suivi de près par 4 voitures de police. Leurs lumières clignotaient et les sirènes hurlaient, mais la moto continuait. Je l'ai vu clairement lorsqu'il est passé en dessous de moi. La moto était peinte en bleu métallique et vert, mélangés ensemble en tourbillon. Les garnitures chromées, le sissi-bar et l'avant allongé étincelaient sous la lumière de la lune. Le pilote portait du cuir noir clouté d'argent. Les 2 véhicules de patrouille se sont déplacés pour lui couper la route. Je ne suis pas sûr de comment il l'a fait, mais il les a dépassés. Il a disparu au-delà des collines à l'ouest, suivi par 4 flashbacks rouges et bleus. J'ai suivi le reste de la poursuite sur le scanner. Quelque part, entre la sortie du Pouzin et le pont à péage, une distance de moins d'1 kilomètre et bordée d'un côté par le Rhône, les flics l'ont perdu. Lucas Lou s'était encore échappé. Les cerfs se font malmener en novembre et décembre. C'est leur saison de reproduction, et ils sont toujours en mouvement. Pendant un moment, je ramassais plus de 25 chevreuils par jour, juste dans mon territoire de 5 kilomètres. En janvier, tout cela était terminé. Le temps était devenu plus froid, la première neige était tombée, et la plupart des chevreuils étaient couchés. J'étais descendu à 4 ou 5 appels par jour. Il était 16 heures, et il faisait déjà sombre quand j'ai entendu un flic local appeler son poste via mon scanner. Il a dit qu'une femme avait heurté un chevreuil sur la départementale 533, juste au nord de Chavanay, près des bois du pont de la Rivière Noire. J'étais à Saint-Pierre-de-Bœuf à ce moment-là. J'ai trouvé un téléphone public au bar
J'ai appelé les flics de Chavanay et leur ai dit que je serais là pour vérifier le chevreuil dans 20 minutes. Le flic était parti quand je suis arrivé et c'était tout aussi bien. Les flics municipaux peuvent être insupportables. Le chevreuil était blotti dans les hautes herbes, me regardant, toujours vivant. Parfois, si l'animal a de la chance, il est seulement étourdi par la voiture. Il y avait des morceaux de la calandre de la voiture et des phares brisés dans la neige. Alors que je m'approchais du chevreuil, il s'est péniblement levé et s'est éloigné en boitant. Sa patte arrière droite pendait inutilement dans l'air, cassée près de la hanche. Je me souviens, je l'ai laissé là, non dérangé. J'ai jeté un dernier coup d'œil à sa moto depuis le bord de la clairière. Chaque homme devrait avoir un marqueur à la fin de sa vie. Quand je mourrai, j'aurai probablement juste une pierre carrée. La prochaine pleine lune était 3 semaines plus tard, le premier vendredi de février. Il neigeait quand je suis arrivé à l'aire de repos, 10 cm au sol, et ça tombait toujours. Le parking était presque vide. Le gars dans la camionnette à côté de moi a baissé sa vitre et a tapé sur la mienne. « Vous attendez pour lui ?» « Lucas. » J'ai acquiescé. Beaucoup de gens ne pensent pas qu'il se montrera ce soir à cause de la neige. Il sera là, ai-je dit. J'ai remonté ma vitre et essuyé le givre de mon pare-brise. À minuit, le calme neigeux a été brisé par le rugissement d'une moto lointaine et la sirène hurlante d'une voiture de police en poursuite. Cela ne m'a pas du tout surpris. « Regarde, papa, un avion. » Mon fils Cédric pointait le ciel vers le point métallique brillant, traçant une ligne blanche à travers le bleu limpide. C'était une sorte de tradition familiale. Quand je voyais des avions étant petit garçon, je devais les montrer du doigt. Maintenant, c'était mon plus jeune qui prenait la relève. Son frère aîné Colin avait depuis longtemps dépassé ces choses enfantines et stupides. Il n'aurait pas vu celui-ci si ce n'avait été pour les feuilles qui s'éclaircissaient dans les arbres. Il jouait un peu à la balle avant le dîner, et l'avion nous avait fait un clin d'œil depuis derrière les branches dénudées du sommet. La balle passa des mains de mon fils aux miennes, encore quelques fois avant qu'il ne s'exclame « Papa, papa, j'en vois un autre, un autre !» Je l'ai humouré, j'ai plissé les yeux et j'ai scruté le ciel. Le trafic aérien au-dessus de nous avait augmenté. En quelques secondes, il y avait effectivement 2 avions de plus, exactement comme le premier. Plutôt inhabituel pour le ciel, au-dessus de Val-des-Bois. La lumière du soir donnait une teinte dorée aux traînées chimiques qui s'étalaient lentement et créaient des couleurs intéressantes. J'ai été poussé à me lever et à regarder avec mon fils. Ces moments discrets et sans prétention étaient ce que je préférais dans mon rôle de père. Ces instants où le monde s'arrêtait juste assez longtemps pour nous permettre d'entendre le chant lointain des oiseaux, de regarder les lumières clignotantes des avions silencieux qui glissaient au-dessus de nos têtes, et nous existions simplement, sans le poids d'aucun grand souci ou obligation. Tout cela était sur le point de changer. Nous avons continué à lancer la balle, gardant nos yeux sur le ciel. À un moment, nous pouvions voir 7 avions à haute altitude. Quand j'ai pu en compter plus de 11, un sentiment étrange a commencé à me tirailler. Ce sentiment s'est renforcé quand j'ai vu 1 ou 2 des avions faire des choses que je n'avais jamais vues auparavant. Je pensais que ce type d'appareil volait toujours en ligne droite. Certains ont commencé à faire des courbes brusques et erratiques. Puis certains avions sont devenus plus gros, ce qui signifiait qu'ils se rapprochaient et quelque chose n'allait pas. Des flashs de lumière étaient visibles dans le ciel. On aurait presque pu les confondre avec des éclairs s'il y avait eu des nuages. Des claquements et des détonations ont commencé à nous parvenir, du genre qui persiste longtemps, comme s'ils se répercutaient sur l'horizon dans toutes les directions. C'étaient les sons de la guerre. Un des avions a fait une spirale avec sa traînée en entrant dans une vrille. J'ai instinctivement couru vers mon fils, même si l'avion avait encore beaucoup de chemin à parcourir avant de s'écraser. Sa trajectoire a changé juste assez pour qu'il manque notre jardin, mais pas de beaucoup. Il était passé si près que j'avais pu voir dans le cockpit.
Le bruit de l'impact était assourdissant. Ça a dû être le signal pour que l'enfer se déchaîne, car d'autres avions, crachant leur panache de glace et d'échappement, miroitaient en se rapprochant dangereusement de notre petite maison, et des débris et du feu tombaient comme la pluie. J'ai dit à mon fils d'aller dans la cave avec maman, qui était sur le pas de la porte, presque en état d'hystérie. Moi, j'étais cloué sur place. Je devais voir comment tout cela allait se dérouler. Un avion a plané si bas que nos arbres ont touché son train d'atterrissage. Et son échappement m'a brûlé les narines et piqué la peau. Il a dérapé à travers le champ vide au bas de notre colline comme un grand galet ricochant sur un étang. Les autres appareils sont alors devenus évidents, ceux qui étaient réellement conçus pour l'acrobatie, des chasseurs de l'armée de l'air. Ils filaient parmi les avions plus lents et plus grands comme des frelons abattant des pigeons. C'est à ce moment que j'ai remarqué un détail qui m'a frappé. Les avions qui étaient abattus n'avaient aucun marquage, pas de numéro, pas d'autocollant, absolument rien, comme s'ils étaient comme des fantômes. Mais c'était suffisant pour moi. Je suis rentré en courant alors qu'une autre explosion faisait trembler nos fenêtres et secouait le sol. J'ai rejoint ma femme affolée et nos enfants dans la cave, bien que j'ai soudainement douté que la cave offrirait une protection suffisante contre un avion qui s'écrase. Les minutes ont passé lentement. Le vacarme de la guerre s'est estompé. J'étais toujours incertain quant à la sécurité de remonter, mais je l'ai fait. J'ai passé la tête dehors pour voir un ciel vide et sentir l'huile et le métal brûlés, ainsi que d'autres odeurs âcres d'avions abattus. « Chérie, mets les infos à la télé », ai-je crié vers l'intérieur de la maison. Des éclats de lumière provenant de tirs et d'explosions bouillonnaient à l'horizon, me disant que quel que soit le combat, il s'était déplacé loin de nous. Qu'est-ce que je venais de voir? Une sorte d'attaque terroriste venait-elle d'être déjouée? Alors que le ciel se calmait, mes craintes aussi, bien que je découvrirais très bientôt que mes problèmes ne faisaient que commencer. Rentrer dans la maison donnait l'impression de franchir un seuil entre folie et normalité. Soudain, dans l'ambiance domestique de la maison où ma femme et mes 2 fils étaient rassemblés autour de la télévision, elle m'a regardé avec ses grands yeux sombres. « Qu'est-ce que les infos disent de tout ça, chérie ?» Ma femme a plissé le nez en me voyant. « Tu sens comme si tu avais été plongé dans l'ammoniaque ou quelque chose comme ça. » J'étais dans un tel état d'alerte que j'avais oublié la rencontre rapprochée avec les traînées chimiques de l'un des avions condamnés. Oui, j'ai été aspergé par quelque chose. Je vais me doucher dans une seconde. Les infos nous disent-elles quoi que ce soit? Je ne trouve rien. Il n'y a pas de diffusion d'urgence ou quoi que ce soit. Sûrement, des avions abattus au-dessus du sol français par nos propres chasseurs, il devait y avoir quelque chose. D'une minute à l'autre, aucun média qui se respecte n'allait laisser passer une opportunité de reportage comme celle-là. Ou si, le ciel était le dernier endroit où j'avais vu quoi que ce soit de ce qui venait de se passer. J'ai dormi mal cette nuit-là. Je n'arrêtais pas de prendre mon téléphone et de vérifier si quelque chose était apparu aux informations. Internet était étrangement silencieux, rapportant tout le reste, sauf l'abattage d'avions sans marque. Je pensais que j'aurais été trop manqué de sommeil pour me lever avec l'alarme, mais non, j'y suis arrivé. Il y avait ce besoin de travailler pour vivre. Je me suis maudit d'être un père et un mari aussi dévoués. Je m'étais même levé assez tôt pour sortir avec quelques minutes supplémentaires. J'étais sûr que l'école ne voudrait pas me payer d'heures supplémentaires. Alors j'ai pris le temps de faire une petite patrouille dans les environs pour voir si je pouvais voir quelque chose. Je me souvenais du crash dans le champ de maïs, visible depuis mon jardin. Trouver le champ endommagé avait été facile. Le paysage était nu comme la surface de la lune. Il y avait la terre creusée et bouleversée par l'impact de l'avion et l'explosion, mais il n'y avait aucun débris et personne, comme si l'avion abattu s'était évaporé et que personne n'avait jugé utile de réglementer les badauds. Je suis resté à côté du champ de tiges de maïs, noirci un long moment, appuyé sur le capot de mon camion, la porte ouverte et les sons doux de Radio Nostalgie
flottant à l'extérieur. Rien à voir ici. Comme c'est pratique, j'ai chassé le diable de la théorie du complot et je suis allé travailler. Je ne pouvais pas faire attendre l'école. Il y avait des corbeilles à vider sous les bureaux des enseignants et dans les toilettes des élèves. Sans parler du désordre créé par les enfants qui existaient tout simplement. Le monde tel que je le connaissais semblait continuer comme si rien ne s'était passé. Mais quelque chose s'était produit. Il faudrait plusieurs jours pour que cela se manifeste, de la même manière qu'il faut un certain temps aux feuilles d'automne pour tomber après avoir changé de couleur. Je n'avais pas remarqué l'enfant supplémentaire ou les 3 qui étaient à l'infirmerie. Cela s'était produit pendant 4 bons jours d'affilée avant que je ne le remarque. Leurs pleurs étaient au niveau d'un sifflet à vapeur, leur visage de la couleur des tomates mûres. Le volume du trafic vers l'infirmerie de l'école n'a jamais diminué après cela. Il a augmenté, si quelque chose. Je poussais un balai sur les vieilles tuiles et j'apercevais l'infirmière, toujours avec le même air désemparé. Un jour, je n'ai pas vu l'infirmière scolaire du tout. J'ai vu l'un des enseignants porter l'expression impuissante réservée à l'infirmière alors qu'elle regardait la masse compacte d'enfants. Puis il n'y avait plus d'enfants, ni d'enseignants, ni personne d'autre à l'école, et les portes étaient verrouillées jusqu'à nouvel ordre. Les maux de tête intenses sont devenus un problème dans toute la ville, et le petit hôpital a été débordé en moins de 3 jours. Hommes, femmes et enfants avaient une telle agonie enfermée dans leur crâne que la seule façon de trouver du soulagement était par une forte sédation, et il n'y avait pas assez de ce produit pour tout le monde. J'étais sans travail avec l'école fermée, alors j'étais à la maison à plein temps avec ma femme qui ne pouvait pas arrêter de crier. Elle griffait son cuir chevelu, pressait ses paumes contre ses oreilles, se balançait d'un côté à l'autre sur le lit, incapable d'atteindre ce tenon, cet étau, ce piston profondément ancré dans son crâne qui ne voulait pas céder. Je ne sais pas si je me suis déjà senti aussi impuissant qu'à ce moment-là. Ma femme était juste là devant moi, enfermée dans une souffrance que je ne pouvais pas comprendre et pour laquelle je ne pouvais rien faire. J'avais essayé de courir au magasin Discount pour chercher des analgésiques en vente libre, mais ils étaient affermés en plein milieu de leurs heures d'ouverture. Tout le monde devait être chez soi avec une migraine. J'ai regardé à travers les fenêtres, leurs étagères de médicaments présentaient des espaces béants là où se trouvaient auparavant tous les Doliprane, Advil, aspirine et similaires. J'ai regardé autour du paysage, presque sûr de pouvoir entendre des gémissements dans le silence entre les brises. Mes soupirs s'élevaient en nuages gelés de brume. L'air devenait plus froid de jour en jour. Il ne pouvait pas y avoir de pire période de l'année ici pour que les choses aillent aussi mal. Ma poitrine s'est serrée quand j'ai levé les yeux vers la tour radio. Quelqu'un était au sommet, juste à côté de la lumière rouge clignotante qui pulsait silencieusement. Alerte rouge, alerte rouge, alerte rouge. Un plongeon du cygne sur la terre en dessous. Ce n'était pas un accident. J'ai conduit jusqu'au corps tordu d'un adolescent et j'ai appelé le 15. Il n'y a pas eu de réponse. Je pouvais à peine traiter quoi que ce soit. J'ai couru dans plusieurs directions courtes tout autour du corps, attendant que la solution entre dans mon cerveau. Il n'y avait personne à qui s'adresser, il n'y avait rien que je puisse faire. Le garçon regardait fixement avec ses yeux aussi bleus, aussi clairs que le ciel qui rencontrait son regard. Je ne pouvais pas simplement le laisser, mais je ne pouvais rien faire pour lui. Ma famille avait besoin de moi. Je suis rentré à la maison et j'ai fait une reconnaissance autour de la maison, ramassant et cachant tout ce que je soupçonnais pouvoir être utilisé comme outil de suicide. Ma femme a commencé à répéter encore et encore « Tue-moi, tue-moi, tue-moi simplement, je ne peux pas supporter ça, tue-moi juste ». Elle a ramené le corps du garçon dans ma mémoire, et il a commencé à lui ressembler de plus en plus avec chaque répétition. À peine étais-je rentré, et avais-je fermé la porte d'entrée qu'elle a été martelée de coups frénétiques. C'était notre voisin, un gentil vieil homme nommé Francis, qui avait toujours un mot gentil quand nous nous croisions.
Il était frénétique, disant que sa femme avait perdu connaissance et ne répondait plus après des jours de maux de tête écrasants. Ils essayaient de joindre les services d'urgence, mais personne ne répondait au téléphone. Ils devaient être saturés de cas. Je me souvenais de l'infirmerie pleine à craquer d'enfants. C'est ainsi que j'imaginais la clinique de Val-des-Bois. Je me sentais coupable de dire à Francis que je ne savais pas quoi faire. C'était la vérité, mais ce n'était pas suffisant. Il est rentré chez lui et nous ne l'avons plus jamais revu. J'ai apporté un verre d'eau à ma femme qui avait réussi d'une manière ou d'une autre à s'endormir. J'ai pensé qu'il serait cruel de la réveiller. Je me suis penché sur elle et j'ai ressenti un sentiment d'angoisse dans mon estomac. Ses yeux n'étaient pas complètement fermés. « Chérie ?» Cela ne l'a pas fait réagir. Je lui ai donné une légère secousse, rien. Puis je lui ai donné de légères tapes sur la joue, j'ai appelé son nom avec un volume croissant. Sa tête a bougé, mais c'était à cause de mes émotions, pas des siennes. Elle avait un pouls et une respiration superficielle. C'est à ce moment-là que le temps a vraiment commencé à ralentir pour moi. J'ai gardé la télévision allumée et réglé sur les informations. Il ne rapportait rien de pertinent du tout. Aucune mention des avions ou de la pandémie de migraine qui faisait perdre connaissance aux gens ou les poussait au suicide. J'étais juste assez présent pour me nourrir et nourrir les enfants et les mettre au lit. Le reste de moi était prêt à réagir au moindre signe de mouvement de ma femme. Pendant 3 jours, elle est restée comme ça. Pendant 3 jours, personne n'a répondu au téléphone à l'hôpital. 3 jours avant qu'elle n'ouvre les yeux et n'appelle faiblement mon nom. J'aurais presque souhaité qu'elle garde les yeux fermés. Alors, je n'aurais pas à savoir à quel point les choses allaient empirer. Quand les choses étaient enfin une poubelle en flammes de cauchemar, les infos ont finalement commencé à rapporter ce qui se passait. J'ai accompagné ma femme aux toilettes. Ses yeux bougeaient partout comme s'ils commençaient soudainement à voir. Sa main libre, celle qui ne tenait pas ma main, tremblait en touchant le mur comme l'antenne tremblante d'un cafard. Je ne voulais pas voir ses yeux et pourtant je ne pouvais pas m'empêcher de les regarder. Ils étaient complètement voilés, des cercles de gris flottant dans leur mer blanche. Après qu'elle allait pleurer sur la perte de sa vision, nous avons continué à l'aider chaque fois qu'elle en avait besoin. Elle essayait stoïquement de se souvenir de quelques chemins clés autour de la maison. Nous avons passé beaucoup de temps devant la télévision ensemble. Une femme brune, potelée, bavardait comme si tout venait d'être appris au cours de la dernière heure. La France entière a un mal de tête grâce à un pathogène qui laisse les chercheurs perplexes quant à ses origines ou ses moyens de distribution. Du jour au lendemain, les entreprises ferment leurs portes et des centaines de soutiens de famille vont se coucher pour dormir après une migraine qui a battu tous les records d'âme de mesure de la douleur. 9 personnes sur 10 qui succombent aux pathogènes et aux migraines qui suivent développeront une cécité complète et totale. La caméra est passée à une femme vieillissante portant une blouse blanche et des lunettes à monture fine. L'inflammation est si intense que les nerfs optiques sont écrasés, mais d'autres données suggèrent que la fièvre qui suit cuit également la rétine. On pourrait dire que c'est un double coup pour s'assurer que les infectés perdent de la vue. Retour à la journaliste. Certains semblent immunisés contre le pathogène, mais ils sont l'exception, de loin. On a frappé à la porte. J'étais sur le point de m'énerver contre quiconque était de l'autre côté de cette porte et voulais quelque chose au pire moment possible. C'était le voisin d'en face, celui qui ne pouvait pas voir, mais il était accompagné de quelqu'un qui pouvait voir, un vieil homme mexicain. « Rémi ? Rémi, tu es là ?» J'ai pincé mes 2 tempes et j'ai ouvert la porte, regardant dans les yeux aveugles d'Olivier Gauthier. « Rémi, Manuel essaie de me vendre quelque chose et je ne peux pas dire s'il est honnête ou non. » « Eh bien, pour l'amour de Dieu, Olivier, pourquoi pas ? Parce que je ne peux pas voir. Et que veux-tu que je fasse ? Vérifie l'accord qu'il me propose. Assure-toi qu'il me donne ce qu'il dit et qu'il prend le paiement dont nous avons convenu.
J'ai regardé dans les yeux de M. Mendez et j'ai vu la frustration qui s'y allumait. Pour autant que je sache, Manuel était un homme honnête. Nous deux qui pouvions voir avons guidé celui qui ne le pouvait pas vers sa propre propriété. Manuel nous a dirigés vers un petit tas de bois empilé à côté d'un plus grand. Il veut acheter un quart de ster pour 50 €. Maintenant, j'ai besoin que tu t'assures que je lui donne 50 et qu'il obtient un quart. J'ai lancé un regard à Olivier que je savais qu'il ne pouvait pas voir. Une partie de moi espérait qu'il pouvait le sentir. Je suis passé de l'inutilité à être un composant critique d'une transaction commerciale qui n'avait rien à voir avec moi. J'ai attendu un signe que sa conscience devenait lourde, mais rien. Il se tenait là en attendant comme n'importe quel autre vieil homme, attendant que le service client dégage la piste pour son décollage. D'accord, Olivier. Tu as bien 50 € dans ta main de la part de M. Mendez, et sa portion de bois équivaut à un quart de ster si j'en ai jamais vu un. D'accord, a dit Olivier, toute amabilité disparue comme s'il congédiait un génie maintenant que son souhait avait été exaucé. Manuel et moi avons échangé des regards. « Comment ça va ?» ai-je dit avec un sourire entendu. Il a haussé les épaules. Je pourrais obtenir un peu de respect maintenant que les gens ne peuvent pas voir un Mexicain. Nous avons tous les deux ri. Nos visages d'amusement se sont tous deux éteints au même rythme, et le sérieux, sobre et menaçant, nous a enveloppés. « Tu crois qu'on peut rester employé grâce à ça ?» dit Manuel en pointant ses yeux. « Le travail sera régulier. Je ne sais pas pour la paix. » Manuel a fait un grand sourire de dents blanches et a fait un signe vers la porte. « Je ne suis pas un vieux radin, Rémi. Tu as besoin de moi, je suis juste en face. » « Eh bien, je t'apprécie. » Il a acquiescé et s'est excusé. L'hiver s'est installé et ne voulait pas lâcher prise. C'était comme une mauvaise scène d'un film où tous les personnages sont dans un compacteur à ordures et les murs se referment sur eux pour les écraser. Le froid est devenu plus froid. Les ciels sombres sont devenus plus sombres et la tension dans notre petite ville a augmenté. Cela n'a pas arrêté les choses. Les gens troquaient et échangeaient ce qu'ils pouvaient, et j'étais souvent appelé pour superviser de telles transactions. Souvent, quand j'étais au milieu de quelque chose, en échange, on me nourrissait généralement, ainsi que ma famille. Il n'y avait pas de sourire généreux pour accompagner ces moments. C'était des questions de nécessité, et les gens auraient été heureux de maintenir les lignes de leur propre petite bulle et d'arborer leur conscience de caste, de race, de lignée et tout le reste. Mais non, maintenant ils avaient besoin les uns des autres, sinon ils pourraient ne pas survivre pour connaître le printemps. Il a fallu plus de temps pour que ces dures réalités s'installent chez certaines personnes que chez d'autres. Le père Igor Corbeau se tenait dehors devant l'église, criant pour que les gens viennent au service le dimanche et, bien, n'importe quel jour où il était assez désespéré pour jouer le rôle du saint aboyeur, appelant à un service d'urgence spécial. Je me suis tenu là à le regarder pendant un moment, de la même manière qu'un enfant regarde un scarabée blessé se frayer un chemin sur un trottoir chaud. Enfant, Dieu est toujours avec vous, avec nous, avec Val-des-Bois. Maintenant est le temps de marcher par la foi et non par la vue. Venez et étanchez vos âmes assoiffées avec une bonne parole. Je peux encore vous montrer le chemin vers la paix et le soulagement. Vous ne pouvez pas voir. Connerie, a dit quelqu'un. Le visage pâle du père Corbeau s'est empourpré pendant quelques secondes, réaction résiduelle de quand il était plus en contrôle des choses. La cécité a changé ça. Son visage est revenu à sa couleur habituelle, puis est devenu pâle. Puis il a commencé à pleurer des larmes perlées sous son long manteau noir. Personne n'allait entrer dans l'église et lui donner leur argent, du moins pas avant d'avoir du bois de chauffage et de la nourriture pour accompagner les sermons. C'était presque une plaisanterie cruelle, la façon dont beaucoup de gens, outre moi-même, s'étaient faufilés devant lui et étaient assis dans le sanctuaire. Nous étions assis principalement avec nos têtes baissées. Nous étions probablement une quinzaine ou une vingtaine. Personne ne parlait aux autres,
en partie pour ne pas alerter le père Corbeau qu'il y avait des gens profitant de la présence de Dieu gratuitement, et en partie parce que beaucoup n'avaient pas conscience de leurs voisins, guidés à l'intérieur par un compagnon voyant. J'ai osé regarder autour de moi une seconde de trop, et j'ai croisé le regard de nul autre que Robert Simard. Il n'avait habituellement que de la haine brûlante pour moi dans ses yeux, mais cette fois, son regard était plus doux, pas tout à fait doux, mais plus doux. Il est venu s'asseoir près de moi pour que nous puissions chuchoter sans déranger le prêtre trop zélé dehors. « Rémi, c'est bon de voir que tu as ta vue. Bon dans la plupart des cas. Une fois que les gens me demandent de jouer les intermédiaires pour eux, je ne sais pas comment ils se débrouilleront si je retourne un jour au travail maintenant que l'école est fermée. Tu crois que les professeurs vont guider une classe aveugle? La plupart d'entre eux ont du mal à le faire quand leurs yeux vont bien. » Il a souri en coin. « Comment ta famille gère-t-elle tout ça ?» Je connaissais la question qui se cachait derrière ces mots neutres. Il voulait savoir comment allait Élise, la seule fille qu'il a failli épouser, jusqu'à ce que j'arrive et vole son cœur. Robert était un homme qui jouait sur tous les tableaux et le ferait toujours. Je pense que c'est l'une des grandes raisons pour lesquelles elle l'a laissé partir, et il a continué à jouer sur tous les tableaux après son départ. Mais le point d'interrogation qui planait au-dessus des têtes de tous ceux qui étaient trop ennuyeux pour faire quoi que ce soit d'intéressant avec leur vie était: et s'il était allé jusqu'au bout et s'était installé pour une seule fille? Sa famille ne m'est pas sympathique pour cette raison. J'irradiais plus d'engagement que lui. La seule personne qui a eu la cécité était ma femme. Mes 2 garçons vont très bien pour une raison quelconque. Cette nouvelle l'a physiquement secoué. Il a levé la tête pour regarder lentement tous les vitraux, puis il s'est levé et s'est excusé. J'ai froncé les sourcils alors qu'il sortait soigneusement de l'église. Des sanglots commençaient à secouer la voix du père Corbeau. Soudain seul, j'ai ressenti le besoin de discuter avec quelqu'un d'autre. La silhouette potelée de Bernard Dubois était de l'autre côté. Le pauvre homme était maudit de ressembler à Hitler si le Führer avait mangé 3 repas complets par jour chez McDonald's. Il a senti mon attention et m'a regardé avec ses yeux gris clair. J'ai presque pensé qu'il était aveugle jusqu'à ce que je voie ses pupilles. Je me suis rapproché de lui. « Qu'en penses-tu, Bernard ?» ai-je dit. Il a grogné. « Je pense que le gouvernement nous doit une fichue explication. Voilà ce que je pense. As-tu vu ces avions que nos gars abattaient du ciel? Vierges, immaculés comme des boîtes de conserve. Ce n'étaient pas des avions de ligne, pas des avions commerciaux. » Il a répondu avant que je ne puisse dire quoi que ce soit. « Écoute, mon frère près de Lyon a vu une demi-douzaine de ces choses voler au-dessus comme si elles possédaient les lieux, et il y a une base à moins d'1 kilomètre. Tu veux me dire que ces choses ont volé partout en France et pas un seul pilote français n'a agi immédiatement? Je n'aime pas l'odeur de cette affaire, mon garçon. C'est couvert de saleté de toutes sortes. » Et juste au moment où les mots de Bernard allaient me faire lever les yeux au ciel, il m'a fait écouter attentivement chaque mot, en supposant que tout ce qu'il disait était vrai. J'ai jeté un coup d'œil à mon téléphone et me suis poliment excusé auprès de Bernard qui, comme d'habitude, n'avait même pas commencé à dire tout ce qu'il avait à dire. Je suis passé devant le père Corbeau aveugle qui ne pouvait plus parler intelligiblement. Il se tenait simplement debout avec les bras tendus. Attendez, est-ce qu'il tenait un plateau de quête tout ce temps? Vraiment? Pas que beaucoup le verraient, je suppose. Les doux hériteront de la terre, pas les muets, me suis-je dit à moi-même. Le réveillon du Nouvel An est arrivé et reparti dans un silence total. Si quelqu'un buvait, il le faisait de chez eux. J'ai certainement eu ma part, mais je devais être prudent. Élise ne me verrait jamais prendre des verres en cachette, mais je ne voulais pas perturber son radar, ce radar d'épouse que les femmes possèdent. C'était le seul secret que je gardais de ma femme. Désolé, mais parfois un homme doit faire ce qu'un homme doit faire, des secrets. Je me demandais si Élise gardait des secrets pour moi. On se marie, puis tout est ouvert, y compris des choses qu'on pensait toujours privées. D'une façon ou d'une autre, l'autre personne finit toujours par découvrir.
Quelqu'un de votre passé appelle pour la première fois en 12 ans, juste au moment où votre conjoint est la seule personne à la maison. Un email d'un collègue est découvert, qui se trouve être parfait pour être sorti de son contexte. Puis ça m'a frappé. C'est le cœur de l'hiver, tout le monde est aveugle. Je peux fouiller dans le téléphone de ma femme. Une de ces choses auxquelles on pense quand on est bourré. Trouver le téléphone de ma femme a été un jeu d'enfant. Le faire avec une coordination boueuse était plus difficile que prévu, mais je l'ai fait sans faire beaucoup de bruit. Tous ces textos dataient de plusieurs mois. La plupart venaient de moi. Un fil provenait de quelqu'un sans nom, juste une série de cœurs pour les champs prénom et nom. Mon cerveau ivre a vérifié 3 fois qu'il s'agissait d'un fil distinct de mes messages. Elle parlait à quelqu'un dans mon dos, utilisant des mots sournois et empressés que quelqu'un comme moi n'était jamais censé découvrir. J'ai finalement trouvé un message où elle l'appelait par son nom, Robert. Et il avait trouvé un moyen d'attirer à nouveau son attention. J'ai senti ce moment arriver où je me délecte de l'amertume de la révélation et j'essaie de comprendre ce qui l'a poussé à chercher des pâturages plus verts. Avant que cela puisse arriver, j'ai dû vérifier autre chose. J'ai accédé à sa messagerie vocale. Il y en avait un de Robert daté du dimanche où je l'avais croisé à l'église. Il rompait avec elle. Il lui a dit qu'il n'avait aucun intérêt à s'occuper d'une femme aveugle et que leur projet était annulé. C'était cruel et froid, exactement comme je l'avais toujours imaginé. Je suis resté près de la porte de la chambre des garçons pendant un long moment, passant en revue des séquences mentales de moi, d'eux et d'elle, me demandant si j'étais vraiment un bon père, s'il y avait quelque chose qu'un personnage comme Robert pouvait leur donner que je ne pouvais pas. Non, il était du genre à les installer devant des plats hors de surgelés, des bonbons et des jeux vidéo chaque fois qu'il voudrait de l'attention. Il ne pourrait pas être un père. Alors qu'est-ce qu'Élise voyait en lui qu'elle ne voyait pas en moi ? Peut-être qu'elle ne pensait même pas en termes de comment ses décisions affecteraient les autres. Peut-être qu'elle était plus comme lui que je ne l'avais jamais réalisé. J'ai simplement décidé de boire un peu plus. Je me suis réveillé au coup frappé à la porte d'entrée. Un officier était à la porte qui avait des yeux bleu clair. « Désolé de vous déranger, monsieur, mais j'ai une lettre officielle pour vous, pour vos yeux seulement. » Je l'ai ouverte d'une main tremblante et j'ai presque eu du mal à croire ce que je voyais. L'officier a paraphrasé le contenu comme s'il ne pensait pas que je pouvais le lire. C'est le 1er janvier. Alors toutes les écoles locales sont transformées en centres d'assistance et d'éducation pour les malvoyants. Vous êtes mandaté par le gouvernement pour servir d'instructeur à l'intérieur de l'institution et d'intermédiaire pour les transactions commerciales à l'extérieur. Vous et votre famille ne manquerez jamais de nourriture ni de chauffage. Il est entré dans ma cuisine, a tiré une chaise et s'est assis à califourchon dessus. J'ai regardé la lettre, l'ai regardée et fait un geste vers elle avec une de mes mains et j'ai secoué la tête. Il a souri. « J'ai besoin de votre signature avant de partir, sinon je ne peux pas partir. » J'ai fixé la lettre sans voir les mots, puis j'ai vu mon alliance sur ma main tremblante. J'aurais pu jouer la carte du mari désespéré et trahi et refuser juste pour voir s'il m'emmènerait en prison pour que ma femme n'ait rien. Mais cela signifierait que les garçons n'auraient rien non plus. Non, je ne pouvais pas faire ça. Je n'avais pas tort lorsque tu dis « oui », tu le penses vraiment. Tu t'engages pour toujours, peu importe combien de temps cela finit par durer. Ça allait être un peu plus long pour moi que pour elle, à partir de maintenant. Mais tant pis. J'avais plus de raisons de vivre qu'elle seule. J'ai signé le papier. Nous sommes sortis sur mon porche et avons regardé dans la direction générale où les bus scolaires se dirigeaient. Ils étaient remplis à ras-bord, les chauffeurs voyants étant une denrée rare. Les doux hériteront de la terre, a médité l'homme à voix haute. J'ai haussé les épaules. J'ai rencontré des gens vraiment effrontés sans leur vue. Eh bien, ils devront apprendre à être doux s'ils veulent bel gagner leur indépendance. En ce moment, toutes ces personnes qui ont besoin de votre aide maintiennent le système en état de blocage.
Nous avons besoin de vous pour aider ces gens à se tenir sur leurs propres jambes et à voir avec leurs propres mains. » J'ai regardé par la fenêtre ouverte ma femme qui était assise de manière assez symbolique sur le canapé, devant la télévision, alors qu'elle regardait les informations. Peut-être que les gens que j'allais aider verraient en moi une valeur qu'elle ne voyait pas. Je lui ferai entendre le message de Robert éventuellement.